Bonjour à vous. Je suis encore en Provence. Vous voyez le beau paysage de verdure derrière moi. Aujourd'hui, je veux vous parler encore une fois de mes réflexions sans prétention, de ce que j'observe et entre autres de deux forces en présence qui m'apparaissent être un bon signe qu'on avance, qu'on évolue dans la bonne direction. Je commence tout de suite en vous parlant de Patrick Provost, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un professeur à l'Université Laval, qui a été suspendu pour avoir donné son opinion sur la gestion de la COVID. Et dernièrement, il a mis un texte dans Le Devoir, je crois, qui parlait d'une critique sur la gestion de la crise. Je pense que le titre tourne autour d'un véritable portrait de la COVID. Et Québécois a retiré son texte. Puis un petit peu plus tard, donc quelques jours plus tard, la Fédération québécoise des professeurs a dénoncé cette suspension, mais celle d'un autre collègue aussi, en parlant de liberté d'expression. Quand on est professeur à l'université, on a ce qu'on appelle une liberté d'expression, c'est-à-dire que on a la liberté, le droit d'exprimer nos points de vue, nos connaissances, parce que dans la science, les connaissances évoluent. On dit qu'un postulat ou une vérité qui est admise à un certain moment, bien, éventuellement, elle sera contredite quand on en saura plus sur les phénomènes. Alors, tout professeur a le droit habituellement de partager ses connaissances. Puis, des connaissances, c'est aussi des points de vue. Souvent, on dit, ah, c'est seulement une opinion. Mais un point de vue, pour quelqu'un qui fait de la science, de la recherche, ben, c'est une connaissance qu'il a à partir de ce qu'il observe ou à partir de ses recherches. C'est quand même impressionnant de se rendre compte qu'au Québec, entre autres, on est rendu à suspendre un professeur pour avoir partagé publiquement ses opinions. Je sais qu'au début de la crise, des collègues à moi qui étaient encore professeurs me disaient qu'ils avaient été avertis par leur administration de ne pas partager une opinion qui allait être contraire au narratif du gouvernement. Quand je parle des forces en présence, c'est à ces deux mouvements que je fais référence, c'est-à-dire qu'un mouvement qui va dans le sens du narratif du gouvernement et puis un autre mouvement qui s'affirme de plus en plus, comme la Fédération québécoise des professeurs qui dit, ben écoutez, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens d'en être rendu là. Ça va trop loin. Ça me fait penser à une autre nouvelle qu'on voit passer, qui est internationale. C'est aux Pays-Bas. Il y a une loi qui était imposée sur les agriculteurs pour réduire ce qu'ils appellent, pour réduire l'azote. Et il y a une grande manifestation de ces agriculteurs parce qu'on est en train de leur enlever leur gagne-pain. Il y a de plus en plus de groupes ou de personnes qui s'expriment en se disant que ça va trop loin, que ces mesures qui sont présentées comme étant pour protéger la population ou l'environnement, bien, elles empêchent d'un autre côté des gens de faire leur travail. Il y a une personne avec qui j'ai discuté dernièrement qui s'appelle Daniel Dargis, mais qui a mis en place une association qui s'appelle l'Union des professionnels du Québec et qui vise à protéger les professionnels qui sont soumis à des règlements de la part de leur ordre professionnel qui les amènent à ne plus pouvoir travailler.
C'est des gens qui habituellement ont un dossier très solide sur le plan de l'éthique et de la profession. C'est des gens qui ont 30 ans de carrière derrière eux et qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, il y a ce qui est reconnu par eux comme du harcèlement de la part de leur ordre professionnel. Ce que j'observe donc, c'est qu'au début d'une transformation, il y a une minorité qui peut être une minorité en autorité qui va imposer des décrets, par exemple, qui va prendre des décisions qui sont suivies par la majorité des gens. Puis au bout d'un certain temps, si ces décisions sont absurdes, ne sont pas logiques, causent plus de méfaits que de bienfaits, ben, il y a aussi une minorité qui commence à s'affirmer, comme ces professeurs, cette union des professionnels ou cette fédération québécoise des professeurs. Minorité, c'est un petit groupe, des petits groupes qui commencent à s'exprimer et qui, j'ai l'impression, peut créer une forme éventuelle d'indifférence face à l'intimidation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez un mouvement où il y a une tendance qui est influencée par une minorité en autorité, puis ensuite une réaction d'une autre minorité qui va faire bifurquer, je dirais, le groupe qui suit, la majorité qui suit, et qui va créer un changement. Mais ce changement-là, à mon avis, passe, entre autres, par une étape qu'on nomme pas souvent, qui est une forme d'indifférence à l'intimidation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur des professionnels, par exemple sur des agriculteurs, sur des professeurs. Pression qui est respectée jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, ben, il y a une réflexion sociale qui est mise en branle. Puis cette réflexion amène à prendre une distance par rapport à des décrets, à des lois, à des décisions de l'autorité. Puis cette prise de distance fait que la population en général ou la majorité va commencer à, bon, dans des mots qu'on utilise au Québec, à s'en foutre parce que ça ne tient pas la route, parce que ça n'a pas de sens. Et le fait que la population s'en fout, bien ça, à son tour, ça fait une pression sur les personnes qui ont été élues, qui sont maintenant en autorité. Et ce que je commence à observer comme vous, c'est qu'il y a une grande remise en question de ces systèmes qui ont permis de mettre en autorité des gens qui vont ensuite prendre des décisions qui, comme on l'observe, peuvent aller à l'encontre même de la majorité. Ce que je veux dire, c'est que ça peut détruire le tissu social, par exemple. Ça peut empêcher des professionnels dont on a tant besoin de faire leur travail. Ça peut empêcher, donc, comme on le voit aux Pays-Bas, des agriculteurs de faire leur travail et de nous nourrir, alors qu'à côté de ça, on continue de financer, par exemple, ou d'accepter que des grandes industries polluent l'atmosphère basée sur une idée de surproduction et de surconsommation qu'on continue d'encourager. On est donc dans ce mouvement-là de deux forces en présence. Et bon, je continue de dire que je suis convaincue que la force qui repose sur des valeurs humaines, une considération des gens dans le respect de la nature, par exemple, c'est une force qui va j'aime pas ça dire remporter la partie, parce que pour moi, c'est pas une partie, là. On joue avec la vie des gens, mais qui va avoir le dessus à un moment donné. Les gens vont retrouver leur bon sens à un moment donné, influencés par cette avancée d'un groupe de personnes qui s'affirment de plus en plus. Au départ, on a manifesté, vous avez vu à travers le monde des grandes manifestations. On a discrédité, on a diminué ces manifestations en termes de nombre.
de nombre de personnes qui y participaient, mais vous le savez comme moi que ce nombre d'une minorité de personnes qui comprenaient la situation d'une certaine façon, autrement que la compréhension qu'on en a quand on écoute les médias de masse, bien, ce nombre est représentatif d'une majorité qui est silencieuse. Mais il y a eu des manifestations, puis pour moi, ça démontrait qu'on restait dans le système, c'est-à-dire qu'on implorait, par exemple, les gens en autorité de changer, de retirer leurs restrictions, par exemple, de changer d'avis, de tenir compte, par exemple, de la souffrance qui était créée par les mesures dites sanitaires. Alors, il y a eu ces manifestations, ça fait 2 ans, et là, ensuite, on a vu des rassemblements pour fêter, des rassemblements pour se donner le sentiment qu'on n'est pas seul, pour se donner de la force de continuer dans ce monde absurde qui est vu par bien des gens maintenant. Et ce qu'on peut observer, c'est une troisième étape dans laquelle les gens vont se rassembler cette fois-ci pour se prendre en charge. Puis cette prise en charge, on la voit de deux façons. J'ai l'impression qu'il y a une façon très discrète et plus naturelle, qui n'est pas meilleure que l'autre, là, qui est plus organisée à partir de personnes bénévoles sur des thèmes, par exemple. Il y a deux concrétisations, par exemple, d'une prise en charge de la population par elle-même. Donc, plus discrète et naturelle, je fais référence à ces groupes d'amis qui se sont rencontrés à l'intérieur des manifestations, mais qui, après, se sont mis à retrouver une vie, un sentiment d'amitié aussi, même un sentiment de faire partie d'une famille de personnes qui ne sont pas nées par le même sang, mais qui se retrouvent à partir de leur idée, de leurs valeurs. Donc, il y a quelque chose de très naturel. On va faire des soupers ensemble, on va faire des activités sociales, culturelles ensemble. Puis, il y a un mouvement qui est organisé et qu'on voit à travers, bon, je suis en France en ce moment, on le voit à travers la France, on le voit au Québec, au Canada, mais j'ai l'impression que ça se passe dans tous les pays. Le centième singe, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais je le vois bien que sans connexion directe, il y a dans tous les pays du monde une prise de conscience de ce qu'il y a derrière les différentes crises qui ont eu lieu dans notre histoire et en même temps un affranchissement, c'est-à-dire cette forme d'indifférence face à l'intimidation que certains vont appeler la désobéissance civile. On commence à la voir apparaître à travers des activités qui sont proposées. On annonce, on va se retrouver, puis on va échanger sur les thèmes, l'agriculture, la politique. Il va y avoir des spectacles à travers ça. Alors, j'ai rencontré Mathieu dernièrement qui nous a parlé de l'événement relié à la 100e vague, par exemple. Il y a eu dans les semaines et mois qui viennent de passer plusieurs rassemblements de professionnels, par exemple, de gens qui ont le même intérêt et qui sont pour moi la fondation de ce qu'on appelle un nouveau monde. C'est un terme qu'il y a des gens qui n'aiment pas, ce nouveau monde-là. Ben, trouvez le mot qui vous vient à l'esprit, qui vous convient davantage. Les mots ne sont pas importants. Je voulais justement en parler des mots. Mais je pense, je reviens sur ces forces qui sont en présence pour parler d'un phénomène qui est international, justement. Vous avez peut-être vu passer le sommet de l'OTAN. L'OTAN qui veut se renforcer pour appuyer l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Vous avez peut-être vu aussi passer un réseau qui s'appelle Merci, mais non merci, et qui a proposé un premier épisode sur la FEM, le Forum économique mondial. Je trouve ça tellement intéressant parce que il y en a, on ne peut pas les nommer tous, mais il y a tellement de sources d'informations qui nous amènent à faire un peu comme les professeurs d'université, décider qu'on a la liberté d'expression et qu'on a des points de vue, un point de vue qui repose sur nos recherches, nos connaissances, notre expertise, nos spécialités.
Il y en a de plus en plus et ça contribue à ce mouvement très fort qui avance aussi rapidement et sûrement plus rapidement et qui sera plus durable que le premier mouvement qui est introduit par une décision gouvernementale et qui venait de l'OMS aussi, de confiner les gens, de maintenir une distanciation sociale. Deux concepts qui n'existaient même pas dans la recherche et qui étaient donc surtout pas en lien avec des mesures dites sanitaires. Alors, les forces en présence, on les voit aussi en termes de changement climatique. Alors, il y a les mêmes messages qui sont portés par deux groupes différents, Sauvons la planète, qui vient de, vous l'entendez depuis X années, qui vient de groupes qui, justement, incitent la population, chaque individu, chaque famille, à réduire sa consommation d'énergie, par exemple. Mais au même moment, ces organisations maintiennent les grandes industries ouvertes, appuient l'hyperconsommation, l'hyperproduction, sanctionnent pas nécessairement les grandes entreprises. Au contraire, tout ce qu'on voit dans les 2 dernières années, c'est qu'il y a un encouragement à faire profiter les grandes entreprises de ces mesures, par exemple, qui ont été mises en place par l'achat en ligne, par exemple. Il y a ce mouvement-là, mais il y a un deuxième mouvement qui se crée depuis un bon bout de temps, qui porte le même message, sauvons la planète, mais qui est basé sur la considération que ce qui nous entoure, là, les végétaux, les animaux, ce sont des êtres vivants qu'on a tout avantage à respecter parce qu'ils nous nourrissent. Alors, il y a vraiment deux valeurs qui se confrontent à travers ces mouvements-là. Une valeur qui nous maintient dans le système de consommation, puis une autre valeur qui, au contraire, nous ramène, nous fait vivre un retour vers notre vraie nature, c'est le cas de le dire, la nature de l'homme, de la femme, qui est d'être un être vivant, comme ce qui l'entoure. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, là, d'assister à un spectacle parfois quand j'entends les médias de masse partager certaines informations. J'ai l'impression que c'est un spectacle, puis j'éprouve une forme de désintérêt. Le même désintérêt que j'avais lorsque j'entendais des profs d'université parler d'occupation double, commenter sur les émissions de télé qu'ils écoutaient, ou encore même commenter sur les politiciens, pas en parlant de leur programme, mais en parlant de leur coupe de cheveux ou de leur bouche croche. Alors, j'étais à la table lors de dîner avec des profs d'université et je me rendais compte que j'étais ailleurs. Ça ne m'intéressait pas de parler de ces sujets-là. Je me suis aussi fait la réflexion que les lois ou les décrets qui sont passés en ce moment, puis depuis un bon bout de temps, c'est un peu comme, vous savez, le phénomène des lumières qui s'éteignent par elles-mêmes lorsqu'on est à la toilette. Alors, on est sur le bol de toilette, puis là, tout d'un coup, la lumière s'éteint. Et puis là, bon, on est un peu mal pris, on doit bouger pour qu'elle se réallume. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi ils ont fait ce système-là? Pourquoi? C'est tellement pas évident, pas agréable de se retrouver à la toilette dans l'obscurité. Vous le savez, hein, comme moi. Puis je me suis dit, ah, tiens, la logique derrière ça, c'était de dire, ben, on veut pas que les gens, on veut pas que les gens oublient d'éteindre la lumière. Alors, on va le faire à leur place. Mais qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait la même chose que les lois. Ça déresponsabilise les gens. On part de l'idée qu'on n'a pas confiance aux gens. On n'a pas confiance dans leur réflexe de fermer la lumière. Alors, on va le faire à leur place. Puis, à la longue, on est en train d'empêcher l'humain de réfléchir par lui-même, de se responsabiliser. Ces deux anecdotes cocasses qui me sont venues en tête pour illustrer ce que j'observe autour de moi. Alors, on a tout avantage à mon avis, à questionner ces lois, puis à questionner ce spectacle
puis à se demander, est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une régression? Il peut y avoir un progrès qui est très utile, mais il peut y avoir aussi une régression de l'humain qui perd ses capacités à gérer sa propre vie. Je reviens aux mots. Je voulais en parler un peu parce que j'ai réfléchi là-dessus après avoir observé des gens qui discutaient ensemble. Alors, dernièrement, je me suis retrouvée avec un groupe de personnes qui parlaient de la nécessité d'être conscient de ses souffrances antérieures pour vivre bien son présent. Et ces gens-là distinguaient le mot souffrance du mot douleur ou de la peine, de la tristesse. Puis je les voyais discuter des mots. Et ce qui m'est venu comme idée, c'est de dire que ce n'est pas tant les mots qu'on utilise qui sont importants, mais la vibration derrière les mots ou devant les mots qu'on utilise. Je me rendais compte qu'on vivait une forme de matrice en psychologie, entre autres, matrice qui est rattachée à l'histoire de la psychothérapie en partant de Freud, qui a mis l'accent sur ce passé souffrant dont il fallait se dégager pour vivre un présent heureux, qui est pour moi, qui a une autre approche très questionnable. Je vois une grande différence entre tout ce qu'on peut découvrir dans notre passé, puis d'un autre côté, les solutions pour être heureux dans le présent. Ça peut être déconnecté, ça peut être pas en lien du tout. Et on voit des gens présents dans le présent qui sont heureux et qui n'ont pas fait ce grand détour pendant des années. Pour certains, là, il y en a qui vont faire de longues années d'analyse, puis au bout du compte, ne sont pas plus heureux parfois. Alors, voyez, donc je reviens à cette matrice, je voyais vraiment qu'il y avait comme des idées qui avaient été injectées dans le cerveau des gens à travers la psychologie, entre autres, pour aboutir à une forme de tournage en rond autour des mots. Il y avait un genre de discussion pour savoir quel est le mot qui représente le plus la réalité. Un mot, si c'est utile pour nommer votre expérience, puis ça vous amène dans un état de sérénité, d'accord avec vous-même, tant mieux. Mais si les mots vous amènent à être chargés négativement, par exemple, lorsque vous pensez à la souffrance, ou si les mots vous amènent à être en conflit avec les autres, ben, ce n'est pas utile. À ce moment-là, les mots ne sont pas au service de votre expérience. Alors, je reviens avec l'idée qui me semble la plus importante, c'est restons centrés sur la vibration, sur ce qui nous habite. D'ailleurs, je discutais avec un de mes amis que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc, et il me disait le mental et les émotions, c'est peut-être pas aussi important que l'état dans lequel on est, l'état de cette sérénité qu'on peut avoir lorsqu'on observe la nature. Alors, vous remarquez, quand vous prenez vraiment le temps d'observer un être vivant, un végétal, un animal, une personne humaine, quand vous prenez le temps d'être en contact, vous allez éprouver un sentiment d'émerveillement, de gratitude, de sérénité, justement. Et cet état-là peut être créateur de votre réalité. Alors que des émotions, quand elles sont positives, ça peut aussi contribuer à un présent, à une expérience positive de la vie. Mais une émotion peut être négative, comme une pensée peut être négative. J'ai envie de vous dire que l'important, c'est de regarder l'effet qu'une pensée, qu'une émotion, qu'un état a sur vous et sur votre réalité. Puis de choisir celles qui vous font du bien, celles qui créent un présent heureux, un futur qui vous donne de l'espoir, par exemple, qui vous met en action. En psychologie, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle l'interprétation des choses. Encore des mouches en Provence. L'interprétation, pour moi, c'est l'obstacle principal sur le plan relationnel. On va se quereller sur la base de l'interprétation qu'on fait d'une situation. Interprétation qui vient avec des mots. Alors que ce qui est le plus important, c'est les faits. C'est l'observation des faits. Qu'est-ce que vous observez? Il y a tout un
un art, une aptitude à développer pour distinguer les faits des interprétations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui, dans votre interprétation, vous appartient en termes de projection? Une projection, hein, c'est quand, quand ce que vous avez en tête se manifeste dans ce que vous observez. Il y a des abeilles aussi ces temps-ci, puis les abeilles sont curieuses, des guêpes, là, sont curieuses. C'est ce que je remarquais, elles viennent nous observer, puis elles peuvent rester assez longtemps devant nous sans rien faire, sans nous attaquer, évidemment. Elles sont curieuses. Bon, je parle de ça, j'ai envie de faire une parenthèse aussi. J'ai regardé un film sur les pieuvres, Octopus. Ça fait quelques reportages que je regarde sur les pieuvres, comme elles sont intelligentes. Regardez la nature, vous allez découvrir l'intelligence, le dessin intelligent, et vous allez vous sentir beaucoup plus au même niveau que tout être vivant, et c'est là qu'apparaît le respect. Donc, je reviens sur l'interprétation. Il y a toute une aptitude, à mon avis, à développer, et c'est ce qu'on peut faire là, dans les mois, les années qui viennent, c'est revenir aux faits. Les faits sur lesquels on peut s'entendre à deux ou à plusieurs, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Puis être conscient de nos interprétations. Comme je vous dis, les interprétations, c'est l'obstacle majeur aux bonnes relations. Et si on peut se dégager de ces interprétations et s'intéresser plus à ce qui s'est passé, aux effets d'une situation, parler au jeu, évidemment, éviter de juger l'autre, de l'accuser de quoi que ce soit ou d'accuser des gens qui sont à l'extérieur de soi, revenir à soi, à soi-même plutôt, puis regarder, bon, c'est quoi les effets que ça a eu sur nous, puis comment je peux faire les choses autrement pour être plus heureux. J'ai marqué aussi sur une feuille que j'ai avec moi, là, libérons-nous du savoir pour redécouvrir les connaissances. Une connaissance, connaître, c'est naître avec. Le savoir, ça peut constituer des postulats qu'on a développés à partir d'idées qui sont éventuellement remises en question. Mais est-ce qu'on peut passer plus de temps à connaître les choses, naître avec ou à les comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi, comprendre, prendre avec soi. Je termine en vous annonçant une vidéo que je vais faire en fin de semaine avec Philippe, pour vous dire que je discutais avec Philippe, puis il me disait justement, à la blague, il disait, toi, Lucie, tu lis même pas mes livres, puis tu discutes avec moi. J'en ai déjà parlé des livres. Moi, j'en ai lu beaucoup des livres dans ma vie. Ben, il fallait lire pour être prof d'université, pour faire de la recherche, fallait passer en revue des recherches, des études, puis lire aussi, beaucoup. Puis maintenant, je réalise que j'ai plus envie de lire. J'ai plus envie de passer par un tiers, un tiers, là, quelque chose qui est à l'extérieur de moi pour connaître et comprendre les choses. J'ai plus envie d'être en contact, observer. Et c'est pour ça que j'ai tellement de plaisir, puis Philippe aussi, là, à discuter avec lui pour le comprendre. Alors, Philippe, c'est une personne qui sait tout ce que vous savez, est très conscient de ce qui se passe et pourquoi ça se passe en ce moment. Et son idée générale de ça, c'est de dire, ben, s'il avait voulu, si ces gens-là dont on parle là, tellement, s'ils avaient voulu ou s'ils avaient pu mettre en place une société basée sur le transhumanisme, ben, il ne serait pas passé ce qui s'est passé. Parce que ce qui se passe en ce moment, au contraire, ça nous ouvre les yeux, ça nous fait comprendre les choses. Et il a la même idée très positive que moi. Alors moi, comment je le dis, c'est chaque décision qui est prise par ces gens qui veulent mettre en place, qui voulaient mettre en place une société transhumaniste,
ben, chacun de leurs moves, comme on dit au Québec, crée l'effet contraire de ce qu'ils recherchent. Parce que justement, les décisions sont prises de façon accélérée, arbitraire, maladroite, elles sont absurdes, incohérentes, et ça fait que les gens se posent des questions. Alors, ce dont on va parler dans une prochaine vidéo, c'est que je lui ai demandé de m'expliquer afin que ses recherches qu'il a faites, ses idées, ses conceptions, le lien qui est si précieux qu'il a fait entre la physique et ce qu'on appelle l'âme, une autre dimension, si on peut dire, et ce que j'appelle le monde invisible, l'immatériel, bien ça, c'est captivant. C'est tellement intéressant. Et je lui ai demandé de me l'expliquer afin de rendre ces connaissances accessibles. Parce que, à mon avis, et puis ça, c'est bon pour tout professionnel, tout scientifique, il faut sortir de notre jargon. Il faut sortir de ça pour rendre accessibles les choses. Parce que ce qui va créer le changement qu'on espère tous, c'est lorsque les gens auront compris et pourront, je dirais, maîtriser autant que nous une compréhension. Se seront appropriés de nos connaissances. Et ce que j'observe aussi, c'est justement ce grand partage de chaque personne qui porte une connaissance. Et quand je dis chaque personne, c'est vous, c'est nous qui avons tous, chacun, un talent, une façon de voir les choses, une façon de créer ce monde qui est en train de naître. Et à travers les vidéos qu'on va faire avec Philippe, ben, c'est dans cet effort-là de rendre accessibles nos connaissances. Mais encore une fois, dans un esprit d'équité, de considération que chaque personne a quelque chose à partager. Et tant et aussi longtemps qu'on reste dans un système où il y a des experts, des gens qui connaissent, qui vont décider pour nous, pour moi, on ne s'affranchira pas, on redeviendra pas les êtres indépendants, autonomes, respectueux, qu'on était sans doute jadis, il y a très, très longtemps. Puis on est en train de redécouvrir ça. Et c'est pour ça aussi que je dis à chaque fois merci quand je termine une vidéo. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de vous affirmer de plus en plus dans la sérénité, dans la confiance dans ce mouvement-là qui avance. Merci de partager vos compétences, vos qualités, vos points de vue. Merci d'être tout simplement. Merci d'aimer, d'être émerveillé, d'être aussi à votre tour dans la gratitude. Puis comme d'habitude aussi, je vous dis à bientôt.